Nouveau numéro de votre émission Regard sur l'avenir sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Deux sujets au menu de cette émission. D'abord, le drame de Solenzo. Le chef de canton de cette ville a été lynché à mort lundi pour avoir demandé aux populations de surseoir à une marche. C'est un événement tragique qui laisse beaucoup d'interrogations. On en parle dans cette émission. Et puis, nous parlerons d'une crise diplomatique, une crise qui oppose la République du Niger à l'Union européenne en cause. Le financement donc des victimes d'inondations d'octobre dernier par l'Union européenne, qualifié d'opaque et vigoureusement dénoncé par la partie nigérienne. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de M. Almissi Ouedraogo. M. Ouedraogo est capitaine de police à la retraite. Bonjour, M. Ouedraogo. M. Dabira. Labidi Naba est le deuxième invité de ce nouveau numéro 2, Regard sur l'avenir. M. Naba est porte-parole du mouvement pour la cause du Faso, Faso Cause. Bonjour Labidi. Bonjour camarade Dabira, dirais-je ainsi. Et bonjour à tous les téléspectateurs de C360. Et probablement Alouna Traoré qui prendra le train en marche, militant de la révolution d'août 1983. Et M. Martin Sawadogo, analyste politique. Comme annoncé, nous allons nous intéresser de prime abord à la tragique, à l'événement justement tragique survenu lundi dernier à Solenzo, le lynchage à mort du chef de canton Labidi. Je vais commencer par vous. C'est a priori incongru. Comment comprendre qu'un monsieur qui appelle à l'apaisement d'un mouvement d'humeur soit pris à partie et bastonné à mort? Avant tout propos, je voudrais souhaiter que l'âme du chef de canton repose en paix, et cela sans aucune considération particulière, parce que c'est un être humain et de surcroît, c'était le chef de canton de cette localité. Ceci dit, il faut effectivement constater que justement, suite à l'annonce de cette manifestation, il avait demandé que ça soit temporisé, et par, disons, des éléments dont nous n'avons pas toute la teneur, et des raisons dont nous n'avons pas tout le contenu, a amené justement la foule à en arriver à cette tragique situation. Il faudra d'abord relever ici que la foule, comme on le dit, peut être un monstre inconscient. Et ici, comme les autorités qui ont été tout de suite au chevet de la famille et de la communauté, il faut savoir que l'ennemi va user de tous les moyens pour nous déstabiliser, moralement, physiquement, ou même, si vous voulez, de façon structurée. Alors, vous y voyez donc, là une manipulation, c'est ce que... Oui, ce n'est pas à écarter, une manipulation, une perfidie, ce n'est pas à écarter, parce que les Burkinabés ont le haut sens d'une certaine responsabilité qui ne peut pas les amener justement à un tel comportement, parce que le chef de canton, il est chef de canton dans la localité, ce n'est pas aujourd'hui. Et voilà, et donc avec la communauté, bon, l'ambiance et le relationnel était là, quoi. Voilà, donc s'il y a un problème, je pense que le problème aurait pu, d'une certaine manière, être exposé devant des structures habilitées. Voilà, et ça ne veut rien comprendre, c'est pourquoi on parle d'incongruité à la matière. Monsieur Almissi Ouedraogo, comment est-ce que vous avez donc appris cet événement et comment est-ce que vous l'analysez? Merci de m'avoir donné la parole.
Je crois que c'est avec grande douleur que j'ai appris ce qui s'est passé à Solenzo il y a 3 jours de cela, avec le lynchage à mort du chef de canton. J'avoue que c'est une première, même si de temps en temps on assiste à des manifestations de façon incontrôlée. Il y a pratiquement la première fois, à mon sens, qu'on assiste donc au lynchage à mort d'un chef de canton. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur son titre de chef de canton, mais le fait qu'un individu ait pu être inquiété chez lui, à domicile, et puis après, mort s'en est suivi, et pourquoi et comment on sait, il a été pratiquement battu. Donc c'est un assassinat que des gens se préparent, se coalisent pour aller en découdre avec quelqu'un mortellement. C'est vraiment une première et ça nous fait reculer. Ça fait reculer la liberté. Parce que là, on assiste pratiquement à un cas de libertinage. Oui, et les cas de libertinage sont pratiquement un ennemi pour la liberté. Parce qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un, pour une question de oui ou une question de non, on se regroupe et on parte quelque part et s'attaquer à un individu sans véritablement même avoir la preuve de ce qui amène ces gens vers l'intéressé au point de le bastonner. Ce qui est officiel, c'est que le chef de canton appelait à l'apaisement, à sursoir à la marche. Est-ce que c'est une raison pour qu'on puisse le bastonner ainsi à mort devant femmes et enfants? C'est quand même à ne rien comprendre. Monsieur Ouedraogo qui vient de nous prendre en marche. Monsieur Sawadogo, Martin Sawadogo, vous êtes analyste politique. Comment est-ce que vous analysez cette situation-là? Alors, d'abord, je trouve que c'est dommage que de tels événements arrivent. Mais vu le contexte dans lequel nous sommes, ce n'est pas surprenant. Alors, il y a des hypothèses. Ceux qui ont commis ce forfait l'accusent de connivence avec les terroristes. Il peut être accusé à tort ou à raison, mais quel que soit le cas, c'est dommage parce que s'il n'y a pas une réaction vigoureuse, ça peut créer un précédent. Vous savez, pour enflammer une poudrière, il faut souvent une étincelle. Et nos ennemis sont en train de nous guetter de toutes parts. Et vous allez voir qu'ils vont être les premiers à relayer cet événement et à l'amplifier. Alors, si réellement il y avait des preuves tangibles qu'il est de connivence avec les terroristes, la chose à faire, c'est informer les forces de défense et de sécurité qui sont sur place, leur fournir les éléments de preuve et les conduire pour aller l'arrêter. Parce que ce n'est pas une première au Burkina. Les terroristes ont déjà été arrêtés, jugés, et il y a eu même des cas où des gens ont été disculpés. Pourtant, au début, ils étaient accusés de terrorisme. Alors, si on laisse la population, on n'a pas laissé, c'est arrivé, mais il faut prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Parce que si la population s'habitue à cela, il peut y avoir des règlements de compte. Et il y a eu des périodes où même les autorités officiellement ont dit que, en plus du terrorisme, nous assistons à des actes de grand banditisme, où des gens profitent entre guillemets de la situation pour se régler les comptes. Donc c'est réellement dommage, mais il faut savoir également, je ne l'accuse pas, mais il faut savoir également que c'est possible que des personnalités et des habitants de différentes localités soient de connivence avec les terroristes. Oui. C'est ce qui est le plus dramatique. Parce que on dit souvent que c'est un seul âne qui a mangé la farine et puis tous les autres ont la gueule blanche. Donc, il faut surtout inviter la population au civisme. Il n'y a aucune raison qu'un Burkinabé s'associe à des terroristes, sachant que ce sont des Burkinabés, des Africains qui sont tués. Donc, il y a encore beaucoup de choses et d'efforts à faire, mais il faut être conscient également que l'État, dans la situation dans laquelle nous sommes là, ne peut pas être partout à la fois. Donc c'est à nous également, population, de nous sensibiliser. Et à part le chef,
il y a quand même des personnes de référence, des personnes de ressources dans ces villages-là qui auraient pu faire entendre raison à la foule. Voilà, Malheureusement, on a remarqué même que si cette hypothèse de connivence était vraie, même si elle était établie, voilà, en le tuant ainsi, on n'en saura plus rien. On n'en saura plus rien et c'est dangereux parce que s'il n'y a pas une suite vigoureuse, ben, ça va créer un précédent pour d'autres événements et cela nous éloigne véritablement de l'objectif. Alors, Nabad avait dit, cette page visait à appeler à beaucoup plus de sécurisation, mais parlons même de l'opportunité, justement, d'une telle sortie. Est-ce pertinent en ce moment de s'adonner, justement, à des marches pour dénoncer ou pour appeler à beaucoup plus de sécurisation au regard de ce qui est fait sur le terrain en ce moment? Bon, vous savez que de façon régulière, pour faire une manifestation d'une certaine envergure, il faut avoir l'autorisation qui ici est préalable. Nous ici, on a fait des manifestations, mais à chaque fois, on a tenu à avoir cette autorisation, et souvent d'ailleurs encadrée par les autorités publiques. Donc je pense que c'est ce qui devrait être dans toutes les localités du Burkina Faso. C'est là où véritablement, par rapport à cette situation, ça nous interroge sur un certain nombre d'éléments. À Fada, il y a eu des manifestations où souvent des revendications relativement acerbes ont été même données au gouverneur, à des autorités, mais sans que justement il y ait de dérives, dans une certaine citoyenneté, dans un certain encadrement citoyen, quoi. Ce qui s'est passé à Solenzo nous interpelle à plus d'un niveau. Il faut déjà dire que des gens qui se retrouvent comme ça et qui... une partie, moi je dirais une partie, parce que depuis hier, il y a eu des interpellations. Il y a eu une trentaine de personnes qui ont été interpellées dans ce cadre-là. Peut-être que l'examen de cette situation va nous étayer sur les motivations et en tout cas situer quelque part les responsabilités. Mais il faut dire que des gens qui se regroupent comme ça pour s'en prendre au chef de canton, même si il était de connivence, M. Savargo le disait, même si, donc c'est une hypothèse, il était de connivence, ce n'est pas à la population de se faire justice. Donc, ici, ça nous amène encore, comme il l'a aussi dit, à une certaine éducation civique. Ça nous interpelle sur notre comportement individuel et collectif lors des manifestations. Parce que c'est seul sur le théâtre des opérations que défendant sa patrie, défendant son propre corps, on neutralise des terroristes. Sinon, si on prend un terroriste en dehors du champ de bataille, il sied justement de le conduire vers les institutions en charge de ça. Donc la justice avant les auxiliaires de justice. Et c'est là aussi où l'interpellation de ce que nous ayons un arsenal judiciaire adapté aux attentes des populations aujourd'hui, eu égard au contexte et un certain nombre de choses, doit se faire. Donc je pense que l'ALT est interpellée pour justement regarder nos textes judiciaires afin de permettre au juge qui ne fait qu'appliquer les textes qu'il a devant lui de donner une justice qui n'emmènera pas la population à chaque fois à dire non, si on l'envoie en justice, comme s'il y aura une impunité. Alors, en tout cas, certains sont allés jusqu'à dire que cette manifestation visait à s'aimer une sorte de méfiance entre les populations et les forces combattantes. Est-ce la même lecture que vous en faites? Oui, je fais cette lecture d'une certaine perfidie, d'une certaine manipulation, mais sous réserve d'attendre. Que Solenzo, c'est quand même un élément clé. C'est on sait que le chef de l'État actuel, quand il est venu, son premier discours était à Solenzo. À Solenzo. Après Solenzo avoir... qui était pris
par des terroristes. Le haut commissariat était devenu leur domicile en son temps. Tout à fait. Tout à fait. Il faut dire que Solenzo est un symbole de la libération de notre territoire. C'est par Solenzo que le chef de l'État, justement, a fait son premier discours après avoir récupéré cette partie-là de l'offensive que notre armée allait ouvrir contre les terroristes. Monsieur Ouedraogo, vous êtes capitaine de police à la retraite. Oui. Pensez-vous également que ça pourrait être une sorte de manipulation, s'aimer donc une sorte de confusion entre les populations et méfiance justement entre les populations et les forces combattantes? En fait, à ce stade, ce sont des éléments qu'il ne faut pas écarter. Même si on n'a pas la preuve tangible que ce que nous envisageons et que nous abordons ici en termes de manipulation. Parce qu'en termes de date, décembre marque l'an 2 de la libération. Oui, ça peut être une pure coïncidence, mais n'écartons pas la possibilité de manipulation, parce que tout est possible. Vous voyez que peut-être sur le terrain de la lutte contre les terroristes, nous avons quand même avancé. Nous avançons chaque jour que Dieu fait. Alors ça fait que, en brousse, comme on le dit, la peur a dû changer de camp. Alors donc, avant, c'était nos forces qui couraient pour se réorganiser, mais aujourd'hui, c'est l'autre côté qui est à la débandade. Alors donc, à ce stade, c'est possible qu'on puisse manipuler, qu'on puisse s'organiser comme c'est leur fort pour s'aimer le maximum de doutes. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est pratiquement ceux qui ont fait ça, les manifestants qui ont fait ça, nous ont exposés à la risée de nos ennemis. Parce que, comme on le dit, la pluie vous bat et vous-même vous vous battez. Ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas du tout responsable. Et je souhaite que le gouvernement puisse prendre le taureau par les cornes en procédant à des enquêtes. Je pense que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Voilà. Parce que vous voyez, les gens ont tendance justement à abuser, ont tendance à créer des situations et puis après, ils sont peut-être même les premiers à regretter. Et en la matière, un penseur disait que les humains ont le crime et le viol dans leur nature. Et lorsqu'ils ont un prétexte qui leur donne bonne conscience, ils éprouvent une joie parfaite à commettre de mauvaises actions. Donc ça peut être, si on ne recadre pas, et si on ne donne pas un signal fort, on risque vraiment, comme il a dit, de créer un précédent assez dangereux, et personne n'échappera. Personne n'échappera. Monsieur Martin Sawadogo, décembre marquera justement l'an 2 de la libération de Solenzo. Vous y voyez également de la manipulation que d'appeler justement les gens à sortir pour parler de sécurité en ce moment. Alors, l'hypothèse de manipulation, pour moi, est la plus plausible. La plus plausible, vous avez dit. Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Solenzo, c'est un symbole. Et vous savez, la guerre que nous sommes en train de mener, elle se mène sur tous les fronts. Le front de communication, sur le front des droits de l'homme, sur le front de liberté individuelle et collective. Donc, c'est une occasion pour nos ennemis, certainement, de montrer qu'en fait, le discours officiel n'est pas vrai. Parce que, réellement, ceux qui ont commis cet acte odieux, s'ils avaient des preuves tangibles pour pouvoir éclairer mieux la population, ils allaient mettre le grappin sur le chef de canton et puis le remettre aux autorités. Et qu'est-ce qui dit que ce n'est pas pour étouffer, justement? Exactement. Et en ce moment, la polémique ne fera qu'enfler. Et vous allez voir, dans la presse ennemie, ils vont profiter de ça pour commencer à amener d'autres hypothèses. Donc pour moi, l'hypothèse de manipulation est la plus plausible. D'autant plus que les événements récents ont montré que les ennemis ne reculent devant rien. S'ils peuvent aller jusqu'à débloquer des sommes faramineuses de 5 milliards pour essayer de soudoyer des forces de défense et de sécurité dans la capitale, mais de quoi ne sont-ils pas capables ailleurs où la surveillance n'est pas aussi intense? Donc, sur toute l'étendue du territoire,
les opérations de manipulation, d'intoxication, ou d'essayer même de soulever la population contre les autorités, ce n'est pas à exclure. Et à tout moment, voilà, on ne doit pas exclure ces hypothèses-là. Et à tout moment, c'est également à nous, populations, de savoir que la façon, si nous procédons de cette manière, ça va se retourner contre nous. Et ce qui ne sera pas intéressant. Voilà, parce que dans tous les cas, beaucoup d'interrogations. Les autorités, les forces de défense et de sécurité font de leur mieux pour protéger l'ensemble du territoire. Il ne faudra pas que des individus participent à ramener à contre-courant, parce que là, ça nous ramène véritablement en arrière. En arrière. Alors, Nabar Abidi, il y a beaucoup d'interrogations sur cette question. À la veille du lynchage, un autre chef a été assassiné dans la province de Kossi, cette fois-ci, apprend-on du ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, pas seulement Bazier, qui était sur le lieu avec une délégation pour apporter la compassion du gouvernement. Et selon le ministre, ces deux chefs faisaient partie d'un collège de sages qui devait se réunir le 2 décembre prochain à Solenzo pour parler des questions foncières. Quelle est la lecture que vous en faites? Un commentaire? Oui, en fait, ce n'est pas loin l'un de l'autre. Hein. Il y a beaucoup d'interrogations. Voilà, tout à fait. Vous savez que aujourd'hui, les chefs de canton, les chefs traditionnels ont une certaine hégémonie dans leur essor territorial. De plus en plus, la chefferie traditionnelle occupe sa place voulue, puisque nous sommes dans une certaine souveraineté qui travaille quelque part à leur consolider cette force-là. Et vous avez vu que chez moi d'ailleurs, un problème qui pendait, le bicéphalisme, le bicéphalisme qui a duré, a trouvé résolution sous l'égide du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Il faut dire que le chef traditionnel aujourd'hui est un représentant quelque part de nos valeurs, est un représentant en tout cas de certaines de nos vertus et occupe quand même une certaine position même au regard territorial. Et donc les terroristes, nos ennemis, pourraient les prendre à partie par des moyens, par tout moyen que ce soit. Ici, à Ouaga, en 2022, courant 2022, il y a eu ce complot-là qui a visé le palais du Moro-Naba, où on appelait des groupes, un groupe qui devait jouer un rôle de protection, un autre groupe qui devait attaquer. Tout cela pour créer une zizanie afin justement... voilà, parce que quand on touche au chef traditionnel, on touche aujourd'hui à beaucoup de sensibilité, ce qui fait que c'est désormais des cibles de nos ennemis. Et moi, je pense que ce qui s'est passé dans la Kossi, ce qui s'est passé à Solenzo, sont tristement des alertes de ce que dans toutes les autres parties du Burkina Faso, nous devons être vigilants, nous devons être solidaires, nous devons être citoyens et savoir qu'en tout état de cause, il faut justement judiciariser la situation. En tout cas, les auteurs de ce drame seront identifiés et les responsabilités seront situées, a déclaré le ministre pas seulement Bazier, présent sur les lieux. Alors, M. Almissi Ouedraogo, à la matière, on dira qu'il faudra aller très vite et bien, et si possible, faire passer ce jugement-là devant donc les projecteurs avec la télévision nationale, comme ça a commencé déjà. Oui, comme lui il disait tantôt, il y a eu déjà une trentaine d'interpellés. Et je pense que la série va se poursuivre parce que ce qu'il faut faire, il faut le faire vite et il faut le faire bien pour éviter que d'autres personnes tapies dans l'ombre ne veuillent
faire pareil. Il faut que le traitement de ce cas fasse tâche d'huile, comme vous l'avez dit. Oui, que ça serve de leçon pour ceux qui peut-être nourrissaient le secret espoir de faire comme ce qu'on a constaté à Solenzo. Alors donc, vivement que les enquêtes évoluent et aboutissent à l'interpellation de ceux qui ont été impliqués de façon directe ou même indirecte dans l'assassinat du chef de Solenzo. Il n'y a que cette façon de faire qui pourra porter un frein à ces gens de velléité qui n'arrangent personne, qui nous tirent toujours vers le bas, parce que en 2024, si nous assistons toujours à des situations comme ça, ce n'est pas vraiment intéressant et ça ne nous fait pas grandir. Et comme je l'ai dit, ça nous fait reculer. Nous sommes en guerre. Au lieu de cultiver la solidarité, le vivre ensemble harmonieux, c'est vous-même qui vous battez. Ce n'est pas du tout intéressant. Et c'est sûr que, comme mon vis-à-vis le disait, mon voisin le disait, c'est possible qu'il y ait de la manipulation. Qui a intérêt? Qui a intérêt? Oui. Le crime là profite à qui? Justement. Le crime là profite à ceux qui ont intérêt de nous voir désunis. Et c'est ça. C'est possible que quelqu'un, quelque part, tire sur les ficelles dans la sourdine. Ok. Ouais. Martin Sawadougou, regard critique là-dessus. Alors, je vais rebondir sur le dernier propos du capitaine. En fait, quand il y a crime ou délit, la première question à se poser, à qui profite le crime? Et en la matière, le terrorisme même, son principe, c'est quoi? C'est faire peur aux populations. Et quand on s'agresse, on agresse mortellement une autorité, c'est un message qu'on envoie aux populations que ça peut également vous arriver. Donc, dans le cas de Solenzo ou dans le cas de ce qui s'est passé à la Kossi, ces crimes ne profitent qu'aux terroristes. Parce que ça participe de la création d'une certaine ambiance de peur et de terreur. Nous sommes en train de jouer au jeu du terroriste. Bon, pas nous. Parce que moi, j'ai dit que à partir du moment où un Burkinabé est impliqué dans les actes de terrorisme et sa responsabilité est avérée, on ne doit plus le considérer comme un Burkinabé, on doit le traiter comme un terroriste. Voilà, même si certains aiment à surfer en disant que les terroristes sont nos frères, un frère n'agresse pas l'autre. Tout à fait. À partir du moment où il a pris des armes contre ses propres parents et ses propres frères, ce n'est plus un frère, c'est devenu un ennemi. Et il faut le traiter comme tel, en faisant fi de tout sentimentalisme et toute émotion. Alors, je voulais également dire, comme l'a si bien dit M. Labidi, il faudra que la transition travaille à ce que les crimes de terrorisme et les crimes de corruption soient traités avec une grande célérité. Parce que le plus souvent, c'est vrai que la justice prend tout son temps, c'est normal, pour ne pas commettre d'erreur. Voilà, parce que vaut mieux commettre une erreur en innocentant un criminel que de condamner un innocent. Parce qu'on dira que le contexte impose un changement de paradigme aussi à ce C'est niveau. vrai, le contexte impose nécessairement un changement de paradigme et il faut que... Déjà, on le sent parce que le président l'a lui-même dit, il a travaillé en tout cas à satisfaire aux différentes revendications de la justice, mais il faut qu'on continue dans la réinstallation des magistrats dans les zones menacées à fort défi sécuritaire et également travailler à ce que les dossiers afférents au terrorisme soient traités avec une grande célérité. Parce que le plus souvent, quand ça met plusieurs mois, la population commence à avoir des doutes. Et après, ces procès-là ne sont pas médiatisés comme il le faut. Donc, les procès peuvent se passer sans que les populations ne soient informées. Donc, il peut y avoir... en fait, la situation impose qu'il y ait, par exemple, des forats pour qu'il y ait des jugements publics, pour que la population se rende compte qu'en réalité, il y a un travail qui est fait, mais le plus souvent, il n'y a peut-être pas et ça a déjà commencé avec le procès détournement de fonds qui passe maintenant en direct. Ça peut être très dissuasif dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme.
Exactement, parce que les deux vont ensemble. Je pense que dans les jours à venir, nous serons édifiés par rapport aux différentes procédures qui sont en cours actuellement. Nabal Abedi, nous sommes à 2 mois donc, de la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Est-ce que cela pourrait expliquer toute cette tension-là dans l'espace AES ces temps-ci? Oui, c'est même... en date, la sortie du Premier ministre malien. Oui, mais bien sûr, c'est même une des raisons que les terroristes, que nos ennemis, de l'intérieur comme de l'extérieur, vont employer. Parce que, vous savez, ce groupe d'individus-là, cette oligarchie prédatrice, exploiteuse, corrompue et désormais criminelle, n'a qu'un seul stratagème. C'est-à-dire, à l'arrivée du MPSR 2, ah non, ils vont pas dépasser 3 mois. Ah non, 8 mois. Ah non, une année. Bon, donc, ils sont toujours dans des délais de fin de la dynamique. Et à chaque fois, c'est ça. Et la sortie officielle de nos pays, de la CEDEAO, n'est pas un événement notoire. Oui, c'est un événement historique parce qu'on a pris, selon les textes de la CEDEAO, voilà, on a fait la déclaration et il faut attendre une année pour la sortie officielle. Et vu que la CEDEAO s'est battue par tous les moyens, avec les nouveaux présidents qui sont arrivés au Sénégal et un peu partout, pour recoller les morceaux, pour ramener l'AES à la CEDEAO, mais il faut dire que les terroristes, qui ne sont pas très loin souvent de cette actualité et tout, mais seront employés pour justement mettre le vadou à ce que il y ait du désordre, du désordre dans nos différents pays, afin justement de remettre en question cette sortie officielle. Cette sortie officielle, alors nous sommes à moins de 2 mois. Monsieur Almissi Ouedraogo, est-ce que vous pensez également que cela pourrait expliquer toute cette tension-là dans l'espace AES? L'AES est en pleine ébullition en ce moment. Oui, comme on a l'habitude de le dire, ceci explique cela. N'oubliez pas que lorsque nous avons annoncé notre retrait de la CEDEAO, il y a eu tout un branle-bas des personnalités de rang présidentiel et autres se sont invités à la négociation pour nous ramener dans le giron CEDEAO. Mais nous avons maintenu le cap. Il n'est pas question de faire demi-tour. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des gens qui ont les levées du terrorisme. Eh bien, si vous n'acceptez pas, eh bien, voilà la menace. Vous n'acceptez pas de revenir, on va vous faire comme ci ou comme ça. Eh bien, on actionne du côté des terroristes et qui élaborent donc des plans d'attaque les plus osés, souvent. Et si vous n'y prenez garde, vous êtes pris dans la nasse et vous n'allez pas vous en sortir. Et finalement, c'est les mêmes qui vont dire que vous êtes incapables. Par conséquent, il faut faire intervenir la communauté internationale pour vous apporter de l'aide. Alors que c'est du pain béni pour eux. Ils vont surfer sur ça et nous ramener pratiquement soit au niveau de la CEDEAO ou à autre chose qui les arrange. En tout cas, les chefs d'État des 3 pays ont dit que c'était irréversible, nous y croyons. Alors nous allons parler à présent du financement des victimes des inondations au Niger par l'Union européenne. Le gouvernement de la République du Niger affirme n'avoir jamais lancé un appel à l'aide internationale humanitaire suite aux inondations. On se demande que gagne l'Union européenne avec un tel financement ou que craint la République du Niger. Monsieur Sawadogo. Alors, déjà, il faut savoir que le nom même ONG, organisme non gouvernemental, cache un non-dit. Parce que il n'y a pas d'organisme non gouvernemental. Il vient forcément d'un pays et elle est obligatoirement régie par les lois d'un pays. Notre tendon d'Achille, c'est de croire que les autres peuvent nous aimer plus que nous-mêmes. Quand on regarde sur le plan international, la plupart des ONG occidentales
n'interviennent qu'en Afrique. Ce n'est pas la même permissivité en Asie. Les ONG occidentales qui pullulent en Afrique ne peuvent pas aller en Asie. La liberté qu'on leur accorde en Afrique, ils ne peuvent l'avoir nulle part. Donc, le plus souvent, ces prétendues ONG ne sont en fait que, comment dirais-je, elles invitent la population pour recueillir les informations. Pas la plupart. Est-ce que vous vous rendez compte que des ONG viennent dans nos pays, organisent des enquêtes, recrutent des enquêteurs et les résultats vont directement en Occident sans passer même par nos autorités. Et pendant les enquêtes sur le terrain, nos autorités ne sont même pas là. Donc il faudrait que nous sachions qu'il n'y a aucune ONG qui soit notre ami. De toute façon, c'est nous qui nous berçons d'illusions. Sinon, à tout bout de champ, les autorités occidentales répètent qu'ils n'ont pas d'amis. Ils disent qu'ils ont des intérêts. Le président Macron a martelé à plusieurs reprises que la France est en Afrique pour ses intérêts. Mais justement, lui a quel intérêt justement à financer ces populations-là? Mais écoute, comment pensez-vous que les terroristes sont financés? Les terroristes sont financés justement à travers ces ONG et sont financés à travers des organisations qui vivent au quotidien avec ces populations. Et c'est ce que craint la République du Niger. À un certain moment, quand nos autorités ont voulu que les FDS suivent les convois des militaires ou bien des organismes internationaux, ils ont complètement refusé. Les cargos et les conteneurs des Français, de l'armée française qui viennent en Afrique ne sont pas accessibles par nos autorités douanières. Ils n'ont pas accès pour vérifier le contenu des conteneurs. Et sous le couvert de l'immunité diplomatique, il y a beaucoup de choses qui se font et le Niger est bien placé pour les savoir parce que quand l'ambassade de la France a déménagé, ils ont découvert des caches d'armes dans des villas qui étaient occupées par des officiels français. Donc, c'est tout sauf une aide humanitaire. C'est une opération de financement des terroristes. Moi, je le dis sans complexe. Est-ce la même lecture? Donc, il faudra que de plus en plus, nos autorités même réglementent la vie et la présence des ONG sur le terrain parce que c'est impossible. Toutes les ONG Oui, toutes les ONG de façon générale. Ce qu'ils prétendent combattre en Afrique, là, ça se trouve également en Occident. Il est impossible qu'ils nous aiment plus que leurs propres frères et plus que nous-mêmes. Il y a eu des événements où la Chine et la Russie ont complètement refusé l'intervention ou l'aide des autres pays. Je prends le cas de sous-marins nucléaires russes qui s'étaient naufragés, mais ils ont refusé complètement l'aide des États-Unis. Donc, à chaque fois que nous allons nous mettre dans une position où c'est nous qui sommes la poubelle du monde, en acceptant les aides de toutes parts, nous nous mettons dans une position de faiblesse et notre dignité est attaquée. Il faudra que de plus en plus nous travaillons à ce que ces ONG-là, elles restent chez elles. Nous-mêmes, nous pouvons créer nos propres organisations qui vont être auprès de nos populations et financées par nos États. C'est la seule solution. C'est ça aussi la souveraineté a un prix. La souveraineté a un Voilà, la souveraineté a un prix. Oui. Nous ne pouvons pas clamer à chaque fois que nous sommes souverains et continuer d'accepter des aides de toutes parts. Tout à fait. Alors, Nabal Abidi, l'annonce de cette aide non sollicitée est apparue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que l'autorité du Niger ne soit officiellement informés. Alors, c'est à croire que les Occidentaux n'ont toujours pas compris ou perçoivent mal le changement de paradigme dans l'espace AES. Tout à fait. Sankara le disait, l'impérialisme est un mauvais élève. Et l'impérialisme, il n'agit pas, il agit de façon subtile. Toujours avec des interfaces, soit des structures ou des personnes locales, donc les servants locaux, ou bien des organismes
dites ONG qui viennent, je ne jette pas l'opprobre sur toutes les ONG, mais il y en a qui sont commanditées, justement, téléguidées par voilà, les affaires étrangères de ces différents pays impérialistes-là, au détriment même de leur propre peuple, hein, pour venir justement se comporter en voyous contre des États qui ne cherchent qu'à se consolider, qu'à se bâtir pour leur peuple. Ce qui s'est passé au Niger et la réaction de l'État nigérien c'est une réaction normale, une réaction légitime. Vous savez, on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Le financement qui est donné à ces ONG dont le répertoire des ONG au Niger d'ailleurs reste encore à élucider certains éléments concernant ces ONG-là, a été fait, donc le financement a été fait en dehors, en contradiction ou même en infraction totale des procédures administratives. Vous aurez dû passer par le ministère en charge des Affaires étrangères. Et des procédures diplomatiques. Mais que voulez-vous? Ce que nous, on ne peut pas faire chez eux là-bas, c'est ce qu'ils viennent faire chez nous. À quelle fin? Cela nous fait penser à une certaine Barbara Manzi au Burkina Faso. Mais bien sûr, ce n'est pas loin, c'est exactement le même comportement. Barbara Manzi qui ici était en lien même avec des terroristes puisqu'elle quittait ici pour aller dans leur bastion, soi-disant... allègrement. Voilà, soi-disant apporter je ne sais quoi. Parce que le terroriste, c'est d'abord un civil. C'est sur le champ de bataille que voilà, les choses sont, comment dirais-je, clarifiées. Sinon, quand ils jettent leurs armes et qu'ils se retrouvent dans nos contrées là, ce sont des civils, sauf seuls leurs patrons, leurs commanditaires savent qui ils sont. Et donc, par des subterfuges de cette nature, les financent, les organisent pour nous déstabiliser afin de ramener le type de gouvernance où voilà, des ONG leurs ONG ne sont pas inquiétés quand ils viennent prendre des données pour leur propre service afin de préparer leur prédation dans un siècle ou souvent moins dans 50 ans. Alors, souvent on se dit s'il y avait effectivement de la bonne foi, ils auraient pu donc passer par l'État du Niger pour voir comment est-ce qu'on vous aide à vous aider, parce que l'aide a été acheminée dans les régions par le biais d'ONG choisies par la délégation de l'UE elle-même. Bon, voilà. Merci. Ici, le Niger est dans son plein droit d'élever une vive protestation contre ces ONG qui prétendent aider sa population sans passer par les représentants de l'État nigérien. Eh bien, si vous voulez aider, parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, l'inondation, c'est ça, et je pense que si vous avez votre coup et qu'il y a un sinistre, quand même, si quelqu'un veut apporter de l'aide, il se doit quand même de passer par vous. Oui, qui êtes le propriétaire de la coupe. S'il le fait sans même vous avertir, d'abord, il y a un manque de respect. Et sur le plan de la politesse, ils ont manqué de politesse. Mais résumons. Qui dit ONG de nos jours, avec tout ce qu'on connaît, si vous êtes un État et vous permettez aux ONG de s'inviter dans votre pays sans le moindre contrôle approfondi pour connaître leur profil réel, leur mission réelle, eh bien, vous acceptez donc un espionnage à ciel ouvert. Je le dis parce que autant qu'ils sont, chaque ONG a une mission en filigrane. Ça, ce n'est pas connu. Pourtant, c'est ça qui a décidé
qui a motivé la décision de l'ONG pour venir sur vous. Ce n'est pas le miroir aux alouettes qu'on vous présente et que bon, vous pensez que on vous aime, vous êtes tellement beau que vous ne passez pas inaperçu. Ce n'est pas vrai. Vous avez quelque chose de caché ou que vous-même vous ne connaissez pas, mais qu'ils connaissent et ils convoitent. C'est ça qu'ils convoitent. Ils viennent vers vous, ils vous montrent ce qui n'est pas ça. Vous regardez le tronc d'arbre pendant que le caïman est en train de s'éloigner au large du fleuve. Donc, les ONG sont, je ne dis pas tous, mais la plupart des ONG sont des espions. Ce sont des espions. Et le Niger en sait quelque chose, comme lui le disait. Voilà pourquoi l'État s'offusque. Voilà, le Niger. Non. Il y a un adage aussi qui dit que si quelque chose de noir a tué votre maman, tout ce que vous rencontrez de noir, vous allez vous en méfier. C'est pas plus compliqué que ça. C'est combien de plans comme ça que le Niger a déjoué. Il y en a qui sont rentrés avec des faux noms, des fausses d'identité, des faux passeports, sous couvert d'ONG. Le Niger en a démasqué et en a pris. Et vous pensez que les autres aussi vont venir avec l'inscription je suis espion? Non. Il vient, si vous ne faites pas... Il y a toujours un calendrier caché. Si vous ne faites pas attention, vous allez lui donner la croix de Rome sans hésiter. Ah bon? Bon, alors qu'il va travailler à vous nuire dans peu de temps, à court, moyen ou long terme, selon leur plan. Vous pensez que le terrorisme qui nous frappe de nos jours, là, ça a commencé il y a 10 ans? Ah oui. Non. Le terrorisme qui nous secoue de nos jours a été élaboré dans des laboratoires secrets depuis plusieurs années. Pendant des décennies. Depuis plusieurs années. Et maintenant qu'ils ont pensé que c'est le moment est venu pour eux de lancer donc leur monstre, ils l'ont fait. Et nous ne pouvons que pleurer. Nous n'avons que nos larmes pour pleurer. Alors, donc, pour le Niger, il est dans son bon droit. Et même si c'était à refaire, j'encourage les Nigériens à faire pareil. Les Jérémiades et autres plaintes des Occidentaux, ça n'engage que. Dans tous les cas, comme on le dit, il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un pour le laisser faire ce qui va vous nuire. Alors, est-ce la même lecture que M. Sawadogo fait? Il y a toujours des agendas cachés. Et le Niger aurait donc bien fait de taper du poing sur la table comme ça. En fait, moi, je vais même un peu plus loin parce qu'il n'y a pas une seule ONG qui vient en Afrique pour l'intérêt de l'Afrique. Il n'y en a pas? Il n'y a pas une seule. Ils viennent pourquoi? Premièrement, les ONG elles-mêmes ne génèrent pas de ressources. Toutes elles sont financées. Et celui qui finance a un objectif. Il n'y a aucune personne au monde qui donne un financement sans avoir un objectif. Qui paye comment? Le plus souvent, les ONG même ne sont même pas au courant des objectifs. Parce qu'on leur dit simplement, allez-y en Afrique et faites ceci, nous vous finançons. Je prends un exemple. Le vaccin contre le paludisme que Bill Gates finance. Quel laboratoire africain sait les conséquences dans 10 ans, dans 20 ans de ce vaccin? Mais il ne passe pas des ONG. Aujourd'hui, la plupart des ONG qui travaillent en Afrique et qui gagnent beaucoup de financement, ce sont les ONG qui sont dans l'éducation, la santé infantile et maternelle et la défense des droits des homosexuels. Mais le Niger a déjà pris un acte courageux en réécrivant les manuels d'histoire. C'est ce que tous les présidents de l'AIS, les pays de l'AIS doivent faire. Vous savez que jusqu'à présent, nos manuels sont édités et pensés par la France. Il n'y a pas une seule ONG qui vient en Afrique pour l'intérêt des Africains. Ils vous montrent la façade, mais à l'intérieur, c'est leur intérêt. Aujourd'hui, il y a des informations sur le Burkina, si vous le voulez. Il faut que vous ayez dans les bibliothèques de l'Union européenne ou de la France. Alors, il faudra que nous regardions dans l'histoire.
Et nous nous posons la question, à quel moment de l'histoire les Occidentaux ont été nos amis? Pendant l'esclavage? Pendant la colonisation? Ou à quel moment? Qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte? Et 10 ans, 20 ans, 30 ans après, nous n'avons pas regretté en les ayant suivis dans les dynamiques. La Russie a pris des décisions claires. Récemment, le président Poutine a dit ils ne vont jamais accepter ce que les Occidentaux veulent les imposer en termes de valeurs qui sont en réalité des mécanismes de décadence de la société. Aujourd'hui, si vous créez une ONG et vous dites que vous allez sensibiliser les enfants sur l'éducation sexuelle, vous recevez des financements. Mais si vous créez une ONG et vous dites que vous allez apprendre aux enfants à fabriquer des robots et à faire de la programmation informatique, personne ne va vous financer. Mais soyons réalistes. Le plus souvent, ce qui nous arrive, nous sommes en partie responsables. Pourquoi? Parce que nous nous berçons trop d'illusions. La charte de l'impérialisme, même s'il y a certains qui disent que non, ce n'est pas officiel, mais les actes parlent d'eux-mêmes. En fait, pourquoi ils n'ont pas contacté les autorités nigériennes? Le plus souvent, ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. Ils pensent que nous sommes leurs choses. C'est ce qui a été écrit pendant l'esclavage. Le noir est un produit, c'est une marchandise. Vous pensez que le paradigme a changé? Non, ça n'a pas du tout changé. Il faut que sur toute la planète, les Noirs sachent que, comme ce que font les Juifs pour leur communauté, il faudra que nous fassions de même pour notre communauté. Si nous regardons avec objectivité ce que le Burkina dépense par an comme dépense sommetière par rapport à ce que les ONG prétendent nous donner comme aide, c'est le jour et la nuit. Là où nous partons demander les aides là, les ministres se déplacent à vélo sans complexe. Pendant que chez nous, un ministre se déplace avec 3, 4, 5 véhicules de 80 millions chaque. Et pendant ce temps, les ONG se déplacent et vont auprès de nos populations et financent des forages, financent des enclos. Ces financements-là, quand on regarde, c'est ridicule. 5 millions, 10 millions, 15 millions, mais ils vont les médiatiser tellement, ils vont faire tellement de rapports. Pendant ce temps, en réalité, nous aurons pu. Donc, il faut que nos dirigeants eux-mêmes aient le sens même des priorités. Acheter des véhicules n'est pas une priorité pour un gouvernement. Quand dans ce pays-là, il y a des gens qui boivent de l'eau saumâtre. Un véhicule de 80 millions, vous savez combien de forages ça peut faire? Mais la préoccupation d'un pays, ce n'est pas le confort matériel des dirigeants. Et c'est ça le tendon d'Achille des Africains qui croient que quand vous gouvernez, vous devez paraître. Vous devez être dans l'opulence pour qu'on vous respecte. Non. Et nous devons réellement travailler à recentrer nos priorités et savoir que personne ne viendra en Afrique avec en priorité l'intérêt des Africains. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. S'il y a un seul exemple que vous pouvez me donner dans l'histoire, dites-moi et ça va permettre également d'éclairer nos téléspectateurs. Mais moi, je n'en vois pas. En tout cas, pendant toute l'histoire que nous avons eue avec l'Occident, à chaque fois, même ceux qui disent que c'est dans nos intérêts, après on se rend après coup que ce n'est pas, ce n'est pas nos intérêts. Vous voyez récemment, il y a que hier soir, la déclaration du MPSR par rapport aux privatisations. Mais c'est incroyable ce qui se passe dans nos pays et malheureusement parfois avec la bénédiction et le soutien actif de nos plus hautes autorités et de l'élite africaine. Il est temps qu'on se ressaisisse. Parce que là où nous allons, personne ne va gagner. Même ceux que les Occidentaux appellent affectueusement leurs amis, ils vont se rendre compte après qu'ils ont simplement été utilisés comme des marionnettes. Ils n'ont pas d'amis. Nawal avait dit, à la matière, lui a été donc bien cuisiné par l'État nigérien, qui dans un communiqué rappelle que le rappel de l'ambassadeur en cause est une initiative du gouvernement nigérien et non de l'Union européenne, comme Dieu l'a fait comprendre à travers donc un communiqué aussi. Oui, voilà. Et là, le bon message est passé. Donc le message des autorités nigériennes
a pu passer parce que nous sommes dans un contexte où il y a eu une démystification des médias occidentaux. Ok. Sinon, ce n'est pas ces médias-là que la voix de l'UE allait passer et participer dans une certaine, comme ils l'ont eux-mêmes appelé, hein, dissonance cognitive, participer à embrouiller nos populations qui souvent se demandent entre leurs dirigeants et l'Occident qui les aime le mieux et ont tendance à croire que c'est l'Occident qui devrait être leur meilleur ami, leur meilleur soutien. Donc, c'est tout simplement pour dire que, très rapidement, voilà, que ce que le gouvernement nigérien a fait, il n'a fait que restituer au peuple nigérien en priorité la réalité des faits et rappeler sa souveraineté. Le gouvernement avait décidé en toute souveraineté, selon le communiqué, de prendre en charge sur fonds propres les dégâts causés justement par tout à fait. les inondations. Et c'était même déjà en cours. Voilà. On vient pour les sortir, on vient dans le subterfuge de les sortir, de sortir ces populations-là de l'eau pour tout simplement les employer à d'autres opérations néfastes contre l'État nigérien. Je pense que c'est dévoilé et le soutien de cette décision qu'a prise les autorités nigériennes au niveau de l'AES est un soutien qui se consolide, un soutien indéfectible. C'est ce qui doit être fait et c'est ce qui est fait. Ce qui est fait. Alors, ça sera donc le dernier mot. Merci, Labidi Navadet passé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso Cause. Merci d'être passé. Merci et merci à tous. Merci à vous, M. Almissi Ouedraogo, vous êtes capitaine de police à la retraite. Merci pour vos analyses sur ces deux sujets d'actualité. Merci à vous et merci aussi à vos téléspectateurs. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Merci. Merci à vous, M. Martin Sawadoro, analyste politique, pour vos analyses sur ces deux sujets d'actualité également. Je vous remercie. Le temps est bref. Merci à nos téléspectateurs. Nous espérons avoir été utiles ce matin et qu'ils ont pris du plaisir à suivre ces 360. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre constante fidélité à cette émission et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité. Et pour ne rien rater, restez connectés à nos différentes plateformes numériques, YouTube, TikTok et Facebook.